Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver pour cet autre épisode de Dans la cage. Benoît Baudouin en direct de la chambre beige d'hôtel à Las Vegas, en compagnie, comme d'habitude, de Patrick Côté, mais avec deux invités très spéciaux cette fin de semaine, en fait cette semaine pour l'épisode. David Le Crow Loiseau, un pionnier des arts martiaux mixtes au Québec. Salut David, comment ça va? Hey, ça va très bien, merci. Merci de m'avoir dans votre podcast. Je suis content d'être ici, là. Ça va être le fun. Alors, on est très content de t'avoir également. Et également la voix de l'UFC au Québec depuis une quinzaine d'années maintenant, ou presque une dizaine au moins. Jean-Paul Chartrand Junior. Salut JP. Salut messieurs, ça va bien? Ça va très bien, merci. Très bien. On vous a réunis tous les trois pour une occasion bien spéciale. C'était l'intronisation cette semaine du côté de Las Vegas de Georges Saint-Pierre au temps de la renommée de l'UFC. On veut faire un épisode spécial sur Georges parce que tout ce qu'il représente, en fait, pour les arts martiaux mixtes, non seulement au Québec, mais partout dans le monde, parler de son héritage, parler de son impact, parler de ses accomplissements. Et on pense que vous êtes les trois meilleures personnes pour en parler dans différents aspects. Je veux commencer avec toi, David, parce que je te disais d'entrée de jeu, tu as été le premier combattant à l'UFC. On pourrait même, le premier combattant québécois. On pourrait presque dire que Georges Saint-Pierre a suivi tes traces. Comment tu as connu Georges au tout début de ta carrière? Et est-ce que tu aurais pu prédire qu'il te retrouverait un jour au temple de la renommée à ce moment-là? J'ai rencontré Georges. Il faisait un combat amateur MMA à Laval. C'était dans un bar à Laval. Et puis, Au scratch! ouais, au scratch. Voilà, au scratch à Laval. Et puis, c'est ça. Puis il a vraiment dominé son adversaire et tout. Et puis, c'était... on s'est parlé un peu après le gala. Et puis, je lui ai glissé un mot. Je dis, passe au Tristar quand tu veux s'entraîner, blablabla. Et puis, c'est Angelo qui s'occupait du programme MMA dans le temps. Angelo Exarchos, ça, c'est lui qui a commencé le programme, en tout cas. Fait que là, Georges, éventuellement, il est venu s'entraîner, puis parce que dans ce temps-là, il s'entraînait beaucoup avec Christophe Midou et Stéphane Potvin, des pionniers du MMA au Québec. Et puis finalement, il est venu s'entraîner, puis on a commencé à s'entraîner ensemble, on a développé une amitié, et puis c'est ça, dès le début, on était très similaires, tu sais, on s'entraînait tout le temps, on évitait n'importe quoi pour aller s'entraîner, là. L'entraînement, c'est une priorité. Fait que moi, dans ma tête, je voulais aller loin dans le sport. Et puis, c'est sûr que lui, il allait aller aussi loin ou plus loin. Puis là, aujourd'hui, on le voit au temple de la renommée du UFC. Alors, c'est vraiment incroyable. Je suis tellement fier de ce gars-là, de tout ce qu'il a accompli. Puis aussi, c'est quelqu'un qui l'a pas eu facile, hein. Bon, tu regardes la trajectoire à Georges et puis tu vois, victoire, mais hey, il a souffert, il a travaillé fort et il y a eu des blessures, il y a eu le chemin qu'il a parcouru pour se rendre au sommet était plein de bosses. C'est pas juste comme ça. Il y a eu plein de bosses, il y a eu beaucoup de bosses, puis il n'en parle pas. Ça, c'est Georges. Georges ne va pas parler des mauvaises choses qui sont arrivées dans le chemin pour aller au sommet. Puis c'est quelqu'un qui a travaillé fort, une éthique de travail incroyable. Puis vraiment, il mérite tout ce qui lui arrive. Pat, ton premier contact avec Georges? Ben moi, personnellement, j'ai toujours trouvé Georges un peu surestimé, là, mais non, ça honnêtement, tout de suite en partant, on savait que c'était un athlète qui était spécial. C'est un gars qui apprend énormément très rapidement, mais au-delà qu'un gars qui apprend rapidement, c'est un travaillant. Il n'a pas volé ce qui lui arrive aujourd'hui. Il travaillait. C'est un des seuls que j'ai connu toute ma carrière qui
continuait à faire des répétitions à gauche, à droite. Il voulait être le meilleur combattant partout. Il ne voulait pas avoir aucune faiblesse. Et c'est ce qui est arrivé. Il a toujours eu un excellent timing dans le combat, mais avec les années, il s'est entraîné avec les meilleurs. Et ça, c'est une qualité que je trouve que peu d'athlètes ont, c'est qu'ils sont trop fiers. Georges laissait toujours sa fierté à l'entrée du gymnase. Il s'entraînait avec des gars qui sont allés aux Jeux olympiques en judo, des Jeux olympiques en lutte. Il s'entraînait avec des champions du monde de boxe. Il n'était pas le meilleur dans tous les gyms, mais quand il mettait tout ça ensemble, ça faisait de lui le meilleur athlète dans le martial mix. Et puis, ton premier contact avec Georges Saint-Pierre, que ce soit en tant que commentateur, pour rappeler aux gens que tu couvres les sports de combat depuis tellement longtemps, là, des combats de boxe, t'en as décrit, tu es la voix de l'UFC, je le disais. Et corrige-moi si je me trompe, mais Georges a été vraiment connu peut-être aux États-Unis avant d'être connu au Québec. Est-ce que c'était le cas pour toi? Tu le connaissais avant de commencer à décrire les combats? Pas vraiment. J'ai pas eu beaucoup de contact avec les arts martiaux mixtes avant de commencer à faire la description des combats. Comme tu l'as mentionné, moi, je suis un gars, effectivement, qui vient... j'ai décrit énormément de combats dans ma vie, que ce soit la boxe amateur ou professionnelle, et également les combats de kickboxing à l'époque de Jean-Yves Thériault. Les arts martiaux mixtes, pour moi, c'était un petit peu tabou. Je ne connaissais pas vraiment ça jusqu'à temps qu'on m'envoie une journée, du temps que j'étais aux nouvelles à TVA, qu'on m'envoie couvrir l'événement à l'Aréna de Verdun, alors que Stéphane Ouellette tentait sa chance dans les arts martiaux mixtes. Et on s'est dit, il doit y avoir quelque chose là. Mais tu sais, Stéphane, c'est un personnage. Puis on m'envoyait là, dans le fond, et il y avait d'autres représentants de d'autres médias également, qui ne connaissaient rien aux arts martiaux mixtes, mais qui allaient là aussi, c'était le phénomène de curiosité. Puis je dois t'avouer que ce qu'on a vu ce soir-là, c'était quand même loin de ce qui se passe dans l'UFC. Comme par exemple, je voyais une foule survoltée parce qu'il y avait déjà une clientèle pour ça à ce moment-là. Mais nous, on se demandait, on regardait ça, puis on se dit, mais pourquoi ils sont fous de même? Tu sais, je veux dire, les présentations des combattants, c'était spectaculaire. On lançait des condoms entre les rounds au monde des estrades. Ça la belle époque, c'était parfait, ça. Mais tu sais, nous autres, on regardait ça, puis on se dit, mais non, mais c'est un sport de malade. Il y a quelque chose qui ne marche pas, puis on ne regardait pas le côté athlétique. Jusqu'à temps, par exemple, que je me retrouve au forum, en fait, au Centre Bell, en 2008, au mois d'avril 2008, par un concours de circonstances que je me suis retrouvé à la description du combat de Georges contre Matt Serra ce soir-là. J'expliquais pas comment j'ai abouti là parce que c'est beaucoup trop long. Mais mon premier contact, c'est avec Georges Saint-Pierre, c'était là, puis avec Patrick Côté aussi. Avec Patrick, ça a cliqué tout de suite. On est devenus quand même, en tout cas, je pense qu'on est des très bons amis. Et là, j'ai vu ça. En fait, là, j'ai vu l'engouement, mais sous un autre angle. Parce que là, écoute, on était vraiment au niveau professionnel. Tu sais, l'UFC, je ne veux rien enlever à ce qui se passait au niveau montréalais. Là. C'était quand même bien fait dans les circonstances au niveau spectacle, mais c'est pas la même chose que l'UFC. Et là, à un moment donné, là, j'ai commencé à comprendre ce qui se passait sans connaître vraiment le sport. Puis une chose, j'avais justement à Pat qui expliquait ce qui se passait. Là. Il a parlé 90% du temps ce soir-là, puis moi, je me suis contenté de mon 10%. Aujourd'hui, je suis à 35, qui est à 65. Voilà, c'est ça, exactement. J'étais là pour apprendre. Et quand j'ai vu ce combat-là de Georges avec Matt Serra, j'ai dit, wow, là, on a quelque chose. Et c'est là que j'ai commencé à prendre goût. Malheureusement, dans ce temps-là, on n'en faisait pas beaucoup. On en faisait peut-être 1 ou 2 par année. Quand Georges se battait, dans le fond, c'est pas compliqué. Là, les seuls temps qu'on faisait des combats à la télé, j'ai d'ailleurs travaillé avec David une fois ou deux, c'est vraiment les fidèles. Mais on faisait peu d'événements à ce moment-là, jusqu'à temps qu'arrive 2011 et que là, on décide d'y aller avec presque tous les événements qu'il y a dans l'année. Mais c'est comme ça, évidemment, que j'ai connu Georges. Georges a même déjà été, à cette époque-là, je me rappelle une fois, j'imagine que Pat devait se battre soit sur la carte ou ailleurs, et Georges a été mon analyste une fois. Et j'avais été impressionné, je ne le connaissais pas, tu sais, à part de l'avoir interviewé le soir qui s'est battu contre Matt Serra, je ne le connaissais pas vraiment. Et j'étais impressionné ce soir-là parce que je me suis dit, wow, ce gars-là, c'est pas un 2 de pique, il est capable de s'exprimer, et surtout, comme David l'a mentionné tantôt, un gars qui est excessivement humble. Et ça, c'est la marque d'un grand champion d'habitude. Tu sais, un gars qui ne se prend pas pour un autre, là, ben Georges Saint-Pierre, c'est ça. Et comme mon ami Patrick, comme mon ami Le Croix aussi en bas, et comme toi-même, mon cher Bernard.
Ah ben c'est gentil, c'est gentil. Puis c'était peut-être précurseur du fait qu'il se retrouve à nos côtés, à vos côtés, en fait, à RDS aujourd'hui, sur la télé à la carte. Il fait l'analyse des combats avec vous depuis cette année. David, je veux revenir peut-être sur les débuts et peut-être l'évolution des arts martiaux mixtes. JP en a parlé. Pat en a glissé un mot aussi. Georges Saint-Pierre a dû s'adapter à l'évolution des arts martiaux mixtes. En fait, est-ce que tu irais même jusqu'à dire que c'est lui qui a fait évoluer les arts martiaux mixtes? Parce qu'il était tellement complet. Il est devenu le prototype du combattant parfait, là. Oui, ben ça c'est Georges qui, dès le début de sa carrière, au début, c'est quelqu'un qui a été qui est très confortable à se mettre dans l'inconfort. Comme Patrick disait tout à l'heure, Georges, c'est quelqu'un qui laisse son ego à l'extérieur de la salle d'entraînement. Alors, c'est un des premiers qui allait boxer avec les boxeurs, lutter avec les lutteurs et faire du jiu-jitsu avec des experts de jiu-jitsu. Alors, c'est vraiment, c'est le premier qui a fait ça. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas beaucoup. Combien de personnes sont capables de mixer les arts ensemble de la manière que Georges l'a fait, d'une manière aussi constante? Jusqu'à aujourd'hui, pensez-y, regardez toutes les greatest of all time, les GOATs, tout ça. Aussi bon que Georges, honnêtement, j'en vois pas. Désolé, je ne veux pas insulter les autres grands combattants, mais aussi bon que Georges, quelqu'un qui est capable de mixer la lutte, la boxe, le Muay Thai, le kickboxing et le Jiu-Jitsu ensemble, jusqu'à présent, je ne l'ai pas vu. Ah, tu es d'accord avec ça? Absolument d'accord. Puis moi, je trouve que pour être le greatest of all time, the GOAT, il faut au moins avoir perdu au moins une fois dans ta carrière. Puis c'est là qu'il va montrer c'est quoi ta résilience, qui va montrer c'est quoi ta force de caractère. Parce que tout le monde, on cherche toujours c'est qui le greatest of all time, Georges ou Khabib Nurmagomedov. Autant bon que Khabib est, moi je pense que Georges est supérieur parce qu'il a réussi à venger ses 2 défaites, il a réussi à passer à travers de l'adversité et c'est là qu'on voit les vrais champions. Quand tu tombes, tu es capable de te relever. Puis pour moi, ça, c'est une marque de grand, très, très grand champion. Quand tu es capable de revenir au sommet quand tu t'es descendu. Malheureusement, on ne le verra jamais pour Khabib, il n'a jamais perdu. C'est dur de départager qui est le greatest of all time. C'est un choix personnel quand tu viens jusque-là. À mon avis, je pense que Georges, c'est plus qu'être un athlète dans un sport, un greatest of all time. C'est être un modèle pour la communauté des arts martiaux mixtes, un modèle pour le sport en tant que tel. Tu as réussi à faire avancer ton sport, à modifier ton sport, à améliorer ton sport, pas juste au niveau du sport, mais des conditions de travail de tes confrères. Pour moi, c'est ça, le greatest of all time. Et puis, la façon dont il se comportait, non seulement dans l'octogone, mais à l'extérieur aussi. Le fait qu'il a été un ambassadeur brillant pour son sport à une époque, milieu des années 2000, où le sport voulait gagner en crédibilité, voulait être pris au sérieux, on voulait se débarrasser de cette image de guerre de rue et tout ça. On a changé les règlements. Georges Saint-Pierre arrivait aux conférences de presse en bien sapé, le veston, cravate, toujours respectueux envers ses adversaires. Est-ce que ça aussi, ça fait de lui un des meilleurs de tous les temps, sinon le meilleur de tous les temps, selon toi? Ben, écoute, Georges, dans sa grande humilité, a toujours mentionné qu'il n'était pas le meilleur dans aucun des éléments des arts martiaux mixtes. Tu sais, c'était pas le meilleur lutteur, c'était pas, en fait, c'est ce qu'il dit, là, c'était pas le meilleur cogneur, c'était pas le meilleur en jiu-jitsu, c'est prends-les, c'était pas le meilleur en Muay Thai. Par contre, comme le crew a mentionné tantôt, il s'est entraîné avec probablement tous les meilleurs de ces disciplines sportives-là, et ça a fait de lui, justement, qui était probablement meilleur que tous les autres quand on prenait tout l'ensemble des éléments de son arsenal. Et c'est ça qui fait que Georges, évidemment, est devenu une grande vedette. Et c'est ce que tu as mentionné en ce qui concerne les conférences de presse, les points de presse, et ainsi de suite. Encore aujourd'hui, là, on en voit beaucoup, que ce soit dans la boxe, dans tous les sports de combat. On a même vu ce qui est arrivé avec Canelo cette semaine, là, où on s'est donné des coups de poing à la conférence de presse. Ça, évidemment, Georges n'a jamais voulu embarquer dans ce genre de choses-là. Il y en a qui l'ont provoqué, pas à peu près. Là, je pense à Nick Diaz, par exemple. Josh Koscheck également était pas pire là-dedans pour brasser. Et Georges n'a jamais voulu... Oui, bien c'est ça. Oui, Bisping aussi. Effectivement, Georges n'a jamais voulu embarquer vraiment là-dedans
Puis, normalement, les gens aiment les bad boys. Tu sais, il y en a qui sont des bad boys, puis on les aime pour ça. Les Diaz, c'est le plus bel exemple qu'on peut prendre, là. Mais lui, Georges, a bâti sa réputation mondiale en étant un bon gars. Puis, c'est probablement que le sport a avancé parce qu'il est allé chercher la clientèle qui était peut-être un petit peu moins brutale de l'UFC. Parce qu'il y a des gens, c'est pas juste l'UFC, il y a des gens qui aiment le combat, que ce soit de la boxe, que ce soit n'importe quoi, là, du kickboxing, des arts martiaux mixtes. Ils aiment voir de la brutalité dans une arène ou dans un octogone. Mais il y a quand même ceux qui sont un peu plus, disons, scientifiques, qui aiment une belle bagarre, qui voient c'est cérébral, les combats, et ainsi de suite. Et Georges a amené ça, justement, parce que, écoute, on ne se le cachera pas, là, ça n'a pas toujours été les combats les plus spectaculaires, ceux de Georges. Par contre, ça a été des combats qu'il a souvent dominés dans une facette, en tout cas sa lutte, c'était absolument extraordinaire. Puis c'est vrai que d'envoyer un gars au sol, c'est peut-être pas aussi spectaculaire que de l'étamper avec un coup de poing, mais c'est comme ça qu'il gagnait ses combats. Et c'est comme ça, je pense, qu'il est allé chercher beaucoup de crédibilité auprès de beaucoup de gens. Puis Ben, tu sais, pour réenchérir ce que disait, tu sais, nous, on était là quand Georges est revenu contre Bisping après 4 ans d'absence. Georges a été le dernier athlète de ce sport-là à réussir à remplir un aréna sans faire aucun trash talk. Tu sais, juste pour le monde voulait se déplacer pour aller le voir performer. Puis, regarde, c'est ça la grande qualité de Georges. Et c'est le dernier qui a réussi à faire ça. Parce que là, maintenant, on sait qu'il y a beaucoup de trash talk. Ça fait partie de la game, puis c'est correct. T'aimes ça ou t'aimes pas ça, mais je veux dire, le sport est rendu là. Puis JP, tu mentionnais à la fin sa lutte. Tu sais, quand tu t'entraînes pendant des mois, puis tu sais qu'est-ce que ton adversaire va faire, puis que le combat commence, puis 30 secondes après, t'es ses fesses, puis t'as pas réussi à l'arrêter, ça démontre que t'es à un niveau supérieur. Tout le monde savait que Georges voulait amener le combat au sol. Personne, les plus grands lutteurs d'arts martiaux mixtes aux États-Unis, au monde, le savaient. Ils s'entraînaient pendant des mois et des mois en défensive pour s'empêcher d'amener au sol, puis Georges les avait parés à terre. Fait qu'à un moment donné, ceux qui se plaignent, qui trouvaient que le combat était plate, ben, ma réponse a toujours été la même chose. Entraîne-toi, puis va le battre si t'es pas content. Moi, je pense, honnêtement, les gens peuvent se plaindre comme qu'ils veulent. Des fois, il n'y avait pas de KO, il n'y avait pas de... Georges finissait pas les combats, mais Georges gagnait. L'important à la fin de la journée, c'est ça. Tu peux être le plus excitant, tu peux faire ce que tu veux dans la cage, mais si tu gagnes pas, ben on va pas se souvenir de toi. Tu comprends? C'est aussi simple que ça. Et Georges faisait tout pour gagner dans ses combats, puis c'est pour ça qu'il est the greatest of all time à la fin de la journée. Aussi, David, il a tout le temps été la tête à aller chercher. Je veux dire, c'était le champion. Donc, à toutes les fois, là, il se battait contre le meilleur disponible. Tout le temps. Absolument. À un moment donné, quand tu t'es rendu au sommet, c'est dur. Mais d'y rester, c'est encore plus dur. Puis lui, il était capable de rester. Puis tout le monde s'entraînait pour un bon Québécois, puis il pétait la gueule, là, pour vrai. Puis il était quand même capable de sortir gagnant de ça. Oh, ouais. C'est clair. Mais... Pardon? Vas-y. Continue. Ben, la carrière de combattant MMA, si vous regardez la carrière à Georges, il y a eu seulement 2 défaites, mais c'est incroyable parce que pendant tellement longtemps, il a combattu pendant une 15aine d'années, gagner de la manière qu'il a gagné, c'est incroyable parce que tout le monde gagne, perd. En MMA, il y a tellement de manières de gagner, de perdre, que c'est vraiment un roller coaster. C'est vraiment, ça monte, ça descend. Mais Georges, sa constance est incroyable. C'est pour ça que moi, dans mes yeux, c'est le meilleur. Est-ce que tu es capable de décrire, David, l'impact qu'il a eu, selon toi, sur les arts martiaux mixtes au Québec dans leur ensemble? Est-ce que sans Georges Saint-Pierre, on aurait aujourd'hui des Olivier Aubin-Mercier? Est-ce qu'on aurait eu une Valérie Letourneau? Est-ce qu'on aurait eu un Charles Jourdain et un Marc-André Barriot qui sont à l'UFC présentement, selon toi? Je sais pas. Je sais pas si c'était pas Georges, ça aurait peut-être été quelqu'un d'autre, mais Georges, le MMA au Québec est ce qu'il est à cause de Georges, c'est sûr et certain. Mais pour dire que si Georges n'était pas là, peut-être qu'il y aurait quand même eu d'autres combattants, mais l'exemple à suivre, quand tu vois Georges Saint-Pierre, l'exemple à suivre, c'est incroyable d'avoir cet exemple-là. Quand j'ai commencé les arts martiaux mixtes,
j'étais le premier à aller me battre, le premier du Québec à aller me battre au UFC. Mon exemple, c'était... J'avais pas d'exemple. J'avais Ouais, pas de c'est incroyable aussi, c'est vrai. Je savais pas qui suivre. Là, maintenant, tu viens de Montréal, tu viens de Québec, tu viens du Québec, ben, tu regardes Georges Saint-Pierre. Oh, le blueprint, le plan de match, c'est ça. Regarde ce que Georges a fait, ce que Georges a accompli, suis les traces. Tu comprends? Alors, ouais. Je suis d'accord avec toi, David. Si ça n'avait pas été Georges, peut-être ça aurait été un autre, sauf que je pense que Georges a réussi à ce que le respect nous soit donné en tant que Canadiens pour les arts martiaux mixtes, parce que les Américains nous riaient de nous autres complètement. Quand on arrivait, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Georges s'est battu contre Matthews en premier, Matthews a dit « Si je perds contre un Canadien, je vais me suicider ». C'est les mots qu'il a dit, parce qu'on n'avait aucun respect de la part de tout le monde ailleurs. Nous autres, les Canadiens, on arrivait là, puis on n'était pas supposé être là, on était là par chance. Puis je veux dire, quand David est arrivé, il y a eu des grosses performances en partant. Donc là, ça a fait ouvrir les yeux. Après ça, Georges est arrivé. Puis on a dit, oh, OK. Là, ces gars-là, c'est for real. OK? T'sais, les gars, ils ont l'hiver rough, fait que c'est des durs. Tu comprends? Mais, à vouloir dire, je pense que il y a eu beaucoup plus de respect qui ont été tournés vers nous à la suite de ces performances. C'est sûr que les arts martiaux mixtes, ça a explosé après le succès de David et de Georges en partant. Mais je pense que c'est plus une question de respect. Et par la suite, comme David l'a dit, c'est facile de te baser sur quelqu'un de proche. Tu as un sentiment d'appartenance. Fait que là, c'est facile de regarder. Il est au gym à côté. Là. Fait que, si tu viens de Montréal, tu savais que si tu pouvais peut-être aller côtoyer Georges si tu allais t'entraîner au TriStar. Mais moi, je peux vous dire une chose, c'est que si c'était pas de Georges Saint-Pierre, ça fait longtemps que ma carrière à moi s'est terminée parce que en 2011, j'ai décidé de quitter TVA après 31 ans de service. Puis dans ma tête à moi, là, j'avais rien de prévu. Je ne cherchais pas de job, puis ma carrière était finie. Je m'en allais avec ma femme passer des hivers en Floride, puis ça finissait là. Puis regarde, une vie plate. Avec Georges Saint-Pierre. Ouais, c'est ça. Et avec Georges Saint-Pierre, on a eu la recrudescence des arts martiaux mixtes. L'UFC a vu le phénomène, a vu qu'il y avait quand même un gros auditoire qui se développait au Québec. On a cru à ça du côté de l'UFC et on a décidé justement de signer un contrat avec la télévision québécoise pour qu'on présente justement tous les événements de l'UFC. Alors, dans le cas de Patrick, dans mon cas à moi, depuis 2011, c'est Georges Saint-Pierre qui nous fait vivre. Là. Je sais que Pat a bien d'autres choses, là, mais dans mon cas à moi, je suis supposé être à la retraite présentement. Là. Alors, ça fait juste prolonger, en tout cas d'au moins 11 ans. Là, ça fait 11 ans que je fais ça à temps plein. Là. Puis je ne sais pas combien de temps ça va durer encore, mais et tout ça, même si Georges n'est plus là, ça se poursuit, mais c'est à cause de lui quand même. Oui, c'est ça. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Il l'a bien expliqué, si ce n'était pas le Georges Saint-Pierre, probablement que vous le disiez au début, vous faisiez 1 ou 2 galas par année. L'UFC a eu l'audace et la présence d'esprit. Je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé leur décision. Est-ce que c'est juste Georges? Est-ce qu'ils ont vu qu'il y avait des engouements au Québec et au Canada, mais de signer et de payer pour produire des galas en français au Québec, pour un auditoire au Québec? Je veux dire, le Québec, c'est petit là, dans la mer des arts martiaux mixtes. Ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas l'Europe. En France, c'était pas légal, les arts martiaux mixtes. Les galas sont pas, en langue française ne sont pas diffusés nécessairement en France. C'est pas le Brésil où il y a un marché incroyable pour les arts martiaux mixtes. Le fait que l'UFC ait décidé de produire en langue française au Québec et de diffuser des galas de l'UFC, c'est phénoménal. Et il faut se pincer pratiquement là, pour réaliser que ça se poursuive encore aujourd'hui. Alors que Georges Saint-Pierre s'est battu une seule fois au cours des 8 dernières années, il faut le rappeler, là, c'est quand même assez fascinant. Puis je peux vous témoigner aussi, les gars, depuis le début de ma carrière à RDS, j'ai tout effort là, pour couvrir des galas de l'UFC puis couvrir Georges. Les patrons, là, au début, puis tu en as parlé un petit peu, Jean-Paul, là, quand tu étais allé à Verdun, c'était ça l'opinion des boss là, au début. C'était barbare, c'était tout bas de rue, c'était pas un vrai sport, ça ne méritait pas d'être couvert. Là, tu arrives avec des images, je leur dis, excusez-moi, mais il y a un petit gars de Saint-Isidore au Québec qui remplit le Mandalay Bay à Las Vegas, qui remplit le Centre Bell, qui a déjà rempli le Centre Bell avant même que vous soyez au courant qu'il existe. Là, il avait rempli le Centre Bell 2 fois.
malgré tout ça, mes boss, ça a pris vraiment du temps. Là. Puis c'est depuis 2012, puis je le vois l'évolution tranquillement, pas vite. Puis aujourd'hui, RDS, depuis 5 ans ou 6 ans, on a les droits pour diffuser les galas de l'UFC. Donc, on est parti de loin. Parce que Georges Saint-Pierre a beaucoup à dire là-dedans. Oui, puis honnêtement, je veux dire, la vérité, la réalité, c'est que c'est l'athlète canadien le plus populaire au monde. Donc, pourquoi pas essayer de comprendre son sport et de voir pourquoi, tu sais, c'est quoi son sport. Puis en comprenant son sport, en vulgarisant son sport, on va apprécier encore plus l'athlète qui est d'après. Moi, j'ai juste une petite anecdote. Quand Pat il dit que c'est l'athlète le plus connu au monde, je vais mettre ça au niveau personnel pendant juste quelques secondes. Je ne m'attendrai pas trop longtemps là-dessus. Mais il y a quelques années, ça fait peut-être 7-8 ans que de ça, au moins, en tout cas, là, peut-être 6 pas 10, mon fils s'est retrouvé aux Philippines pour faire un stage. Il allait enseigner aux Philippins comment ça marchait dans la finance, en tout cas dans son travail. Et évidemment, il arrive là-bas. Lui, c'est le Canadien qui arrive aux Philippines avec des Philippins qui, tu sais, à un moment donné, c'est toujours la même chose. C'est qui, lui? Puis, tu sais, il est considéré quasiment comme un boss. C'est lui qui va lui montrer quoi faire. Et là, mon fils, c'est un gars, quand même, normalement, qui a assez d'aisance à s'intégrer. Alors, il se mêle avec le monde, puis ça va quand même pas si pire. Puis là, les conversations, ça vient sur un sujet, puis sur un autre, ainsi de suite. Et là, à un moment donné, ça tombe sur l'UFC et ça tombe sur Georges Saint-Pierre. Fait que mon fils, à un moment donné, il dit... Ben, mon père, lui, c'est lui qui décrit les combats de l'UFC à TV en français au Canada, tu sais. Fait que l'autre le regarde avec un air en blanc. Ben oui, c'est ça. Non, mais ils attendaient un peu. Fait que sur son téléphone, il y avait une photo, le show qu'on avait fait à Toronto, quand il s'était battu contre Shields. Jake Shields. Mon fils était avec moi. Et puis, il était juste assis en arrière. Puis, à un moment donné, quand on a fait l'entrevue avec Georges à la fin du combat, mon fils avait fait une photo. Il avait ça dans son téléphone. Fait qu'à un moment donné, il monte. Puis, il dit, c'est lui mon père. Puis, vous voyez Georges Saint-Pierre. Et là, les autres, les yeux là, sont plus gros comme ça. En tout cas, il s'était fait un paquet d'amis aux Philippines qu'il appelle encore aujourd'hui. Mais juste montrer le lien. Et là, on est aux Philippines. C'est pas à côté, là. C'est pas à la barre à Plouf, là. C'est aux Philippines. Georges Saint-Pierre. Je suis certain qu'il va là, ça va être des bodyguards. Ça, c'est sûr et certain. Tu as été témoin, David, de ça, du fait que Georges était vraiment populaire aux États-Unis, dans d'autres pays. Vous pouvez peut-être marcher incognito au Canada au début de votre carrière à tous les deux? Tu veux savoir si on marchait incognito au début? Ben, est-ce que tu as été témoin de ça, du fait qu'il était ultra populaire à l'extérieur du Québec? God. Je te parle au début de 2005-2006 au Québec, on le connaissait peut-être presque pas. Ouais, au début au Québec, c'est pas. Non, on n'était pas si. On était connus localement, mais c'était pas de la manière que c'est rendu maintenant. Tu sais, ça a vraiment évolué graduellement. Moi, ça m'a vraiment frappé. La journée, ça m'a vraiment frappé. C'est le deuxième combat de Georges contre BJ Penn. C'était au MGM Grand à Las Vegas. Et puis en sous-carte, on parle du... Parce que j'étais en ville pour faire la traduction du coin à Georges. Alors, j'étais vraiment ringside. Et puis là, en sous-carte, GSP, GSP. Puis après, les Hawaïens ont commencé à crier PJ, PJ. Depuis le deuxième combat en sous-carte, c'était des chants de GSP et BJ Penn. Puis là, frisson. Je suis dans l'aréna, je suis comme, what? C'est quoi qui se passe? Et puis, c'est ça. C'est là que j'ai réalisé, OK, c'est next level, c'est quelque chose d'autre. C'est rendu n'importe quoi. Là. Il y avait plein de monde avec des chandails GSP, des chandails BJ Penn dans l'aréna. J'ai dit, OK, c'est rendu à un autre niveau. Là. C'est spécial. Il est intronisé ce soir, Georges Saint-Pierre, au temps de la renommée de l'UFC. On le sait depuis mai 2020 que ça s'en vient. En fait, on le sait depuis bien plus longtemps que ça. Ça a été officialisé l'année passée, mais je veux dire, ouais. Il n'y avait pas grand combattant que leur destin était tracé aussi facilement que Georges Saint-Pierre. C'était, en bon québécois, un no-brainer qui allait se retrouver au temps de la renommée de l'UFC. C'est ce soir, finalement, que ça se passe, jeudi 23 septembre. 13 victoires de suite pour terminer sa carrière, 3 règnes de champion dans 2 catégories différentes, 9 défenses de titre des mi-moyens, tous les records ou à peu près dans la catégorie des mi-moyens, 15 combats de championnat, c'est un record de l'UFC à égalité avec John Jones. David, quel record, quelle statistique, quel aspect de la carrière de Georges Saint-Pierre t'impressionne le plus?
sa constance. C'est vraiment le fait qu'il a combattu, qu'il a défendu son titre pendant aussi longtemps et a juste simplement dominé tout le monde quasiment de la même manière. C'est comme Pat disait tout à l'heure, il se battait contre le meilleur disponible, le meilleur combattant disponible qu'il étudie. Tout le monde est en train de t'étudier. Quand tu es champion, tout le monde te regarde, tout le monde t'étudie, tout le monde veut te battre, tout le monde veut te descendre. Alors, la manière qu'il a réussi à battre tout le monde, et puis tout le monde le savait, là, les gens payaient des lutteurs olympiques, des savants de lutte, des savants de jiu-jitsu, des experts de ci, de ça. Ils dépensaient des milliers de dollars pour faire venir des entraîneurs, des spécialistes pour battre Georges. Personne n'a été proche. Pendant je ne sais pas combien d'années mais qu'il a défendu son titre, mais personne n'a été proche de battre Georges. Georges a peut-être perdu un round pendant ces années-là. Peut-être qu'il a perdu un round, 2 rounds contre Johnny Hendricks. Peut-être. C'est n'importe quoi. Les gens, oui, il est introduit dans le temple de la renommée ce week-end, mais il faut comprendre que c'est overdue. Ça fait longtemps qu'il devrait être... et je crois vraiment qu'il est sous-estimé, encore. Des fois, je lis les commentaires, j'entends les gens parler. Georges Saint-Pierre est sous-estimé. Tout ce qu'il a accompli dans le sport, peut-être je dis ça parce que je suis proche du jeune homme et puis j'ai vu tout ce qu'il a fait, mais il est sous-estimé dans l'histoire des arts martiaux mixtes, pas seulement du Québec. Dans l'histoire des arts martiaux, point final, Georges Saint-Pierre est sous-estimé. Pat, qu'est-ce qui t'impressionne le plus de la carrière de Georges? Quel aspect? C'est ce qu'il a toujours fait, ce que lui, il voulait faire. C'est un des seuls qui a tenu tête à l'organisation, on va se le dire, un des très rares qui a toujours suivi sa ligne. Quand il était fatigué, il a décidé de s'en aller. Quand il a décidé que cette année, il voulait rendre le sport plus propre, l'USCDA est arrivé. Et c'est à cause de lui, à 100%, ça a été son cheval de bataille pendant des années et des années. Et finalement, l'USCDA est arrivé. Et ça, tout le monde peut dire merci à Georges. C'est la principale raison pourquoi l'USCDA est là aujourd'hui. C'est à cause de Georges. Revient après 4 ans d'absence. Tu ne savais pas trop quoi faire. Il dit, moi, je m'en vais à 185 livres. Je veux devenir champion dans une autre catégorie. On lui donne. Et finalement, gagne la ceinture. OK, ciao, base, j'ai fait ce que j'ai à faire, je m'en vais. Tu sais, il a toujours fait c'est le privilège qu'un athlète de haut niveau peut avoir. Il peut toujours faire des choses sous ses propres termes. Et c'est ce qui m'impressionne le plus de Georges. Depuis son combat face à Johnny Hendricks, il a décidé de faire tout sur ses propres termes. Il savait qu'il avait le gros bout du bâton, qu'on peut dire, de son bord. Il en a profité, et tant mieux, parce qu'il ne s'est pas écœuré du sport. Il ne s'est pas acharné quand il était tanné. Il a pris un break. Il a fait avancer le sport, il est revenu sur ses propres termes, il est parti sur ses propres termes. Ça, je peux te dire, il n'y a pas grand monde dans un sport professionnel qui est capable de faire ça. JP? Ben, je pense que pour moi, c'est sa résilience, parce que, oui, effectivement, il a subi 2 défaites dans sa carrière, contre Matthews et l'autre contre Matt Serra. Et il a appris beaucoup de ces défaites-là. Et pour lui, c'était quelque chose qu'il ne pouvait même pas s'imaginer d'avoir perdu ces combats-là. Mais il a compris pourquoi. Il est revenu en force et les 2 fois, il a vengé ça et de belle façon en plus de ça. Et c'est ça, c'est sans oublier les 2 graves blessures au genou qu'il a eues, qui l'ont tenu hors de la compétition pendant, évidemment, les longues périodes que ça amène. Là. Quand c'est le ligament croisé antérieur, mon ami Pat, c'est quelque chose aussi. Là. C'est presque 1 an à l'extérieur, mais c'est la réhabilitation, et ainsi de suite. Et il faut vouloir, parce que quand il est revenu, et notamment, surtout contre Michael Bisping, il n'avait pas besoin de ça, Georges. Monétairement parlant, il n'avait pas besoin de ça. Mais il voulait prouver qu'il avait encore, 4 ans plus tard, qu'il avait encore l'essence non seulement de combattre avec les meilleurs, mais de combattre avec les meilleurs dans une division de poids qui n'était même pas la sienne et dans laquelle il n'était même pas allé. Alors, je pense que Georges voulait prouver son point, et à cause de tous ces éléments-là, et ce que Pat et de Crow ont dit, je pense qu'effectivement, Georges n'est peut-être pas apprécié à sa juste valeur, mondialement parlant, mais nous, on le sait qu'on a un méchant diamant, et lui, c'est pas un diamant brut dans les mains, c'est un diamant qui a été raffiné, et pas à peu près pour ça. Ah. Effectivement. Je veux mentionner, de mon côté, et Pat en a glissé un mot, là, mais le fait qu'il ait tenu tête à l'UFC sur 2 fronts, la lutte anti-dopage,
Je pense qu'il y a été il y a eu un gros impact sur le fait qu'en 2015, l'UFC a fait un partenariat avec l'Agence américaine antidopage pour améliorer les tests et être plus sérieux à ce niveau-là parce que Georges a été très vocal au niveau du dopage dans son sport. Et on parle beaucoup d'anxiété de performance. Les gars, dernièrement, avec Jonathan Drouin qui a pris une pause, Simone Biles aux Jeux olympiques qui a pris une pause et qui l'a dit publiquement. Naomi Osaka aussi au tennis, c'en est trop pour moi, je dois me reculer un petit peu. Georges, il a fait ça en 2013. Dans un sport ultra macho, ultra conservateur au niveau de l'image qu'il faut que tu envoies aux autres, il n'a pas eu peur de dire « C'en est trop pour moi, j'ai des choses dans ma vie ». Il s'est fait ramasser, pardonnez-moi l'expression, par Dana White le soir même. Mais Georges n'a pas eu peur de dire « C'en est trop pour moi, je dois prendre une pause, j'ai des choses à régler dans ma carrière ». Et on ne savait pas combien de temps il allait partir, mais c'est 4 ans. Je pense que ça aussi, dans son héritage et dans le fait, dans les visions, les choses qu'il a changées dans son sport, il faut mentionner ça, le fait qu'il n'a pas eu peur d'avouer ses faiblesses à un moment où il y avait des difficultés au niveau psychologique. Chez les gars, il faut que vous nous quittiez bientôt, notamment David, mais je peux finir parce que l'UFC 266 cette fin de semaine, bon, il y a l'intronisation. Georges Géclou du spectacle, il va être intronisé en compagnie de Kevin Randleman, l'ancien champion des poids lourds, mieux connu pour sa souplesse spectaculaire contre Fedor Emelianenko. Un combattant incroyable, un spécimen physique lui aussi. John Jones et Alexander Gustafsson sont intronisés pour leur fabuleux combat à l'UFC 165 à Toronto. Mark Ratner aussi, qui a été intronisé déjà au Temple de exécutif de la Commission athlétique du Nevada, qui est le maître d'œuvre, le chef d'orchestre du fait que l'UFC est maintenant légal dans tous les États américains, notamment à New York, c'est grâce à Mark Ratner. Donc ça, c'est la QV 2020. Samedi, l'UFC 266, messieurs, Pat et JP, vous allez être à la description et à l'analyse. Et on va finir là-dessus. Brian Ortega contre Alexander Volkanovski pour le championnat des poids plumes. Valentina Shevchenko contre Lauren Murphy pour le championnat des poids mouches féminins. Mais je veux parler de Robbie Lawler contre Nick Diaz. 17 ans plus tard, 2 légendes de ce sport-là également qui reviennent. Mais Pat, je ne sais pas si tu as vu en entrevue à ESPN, Nick Diaz, ça fait peur un petit peu. Je parlais d'anxiété de performance. Nick Diaz n'a pas l'air dans un état d'esprit pour aller combattre cette fin de semaine. C'est inquiétant un petit peu, moi, je trouve. C'est Nick Diaz. Nick Diaz a toujours été bien bizarre. Je pense que c'est parce que ça fait 5 ans qu'on ne l'a pas vu, qu'on ne se souvient pas comment que c'est awkward quand il est en entrevue. Il ne s'est pas présenté. Il ne s'est pas présenté au Media Day, il va se présenter à la conférence de presse. Écoute, c'est du Nick Diaz. 17 ans plus tard, on s'attend à quoi d'un combat revanche? Honnêtement, je m'en contrefous. Moi, je suis juste content de voir 2 vétérans qui vont se battre en face de l'autre avec une histoire. Je ne m'attends pas à grand-chose de ce combat-là, pour vrai. Là. Mais c'est juste que moi, je me mets dans... C'est personnel. Là. C'est 2 gars de mon époque. 2 gars qu'on a vu grandir avec l'UFC. Il y en a, ils ont sorti, ils sont revenus. C'est un combat revanche de 17 ans. Le premier combat qu'ils ont eu, ça a été un des combats les plus spectaculaires de l'histoire. Je ne m'attends pas à un combat ultra spectaculaire, mais juste de voir ces 2 gars-là en face de l'autre dans l'octogone, pour moi, je vais être en paix avec ça. Le résultat, ça m'importe un peu. Jean-Paul, tu t'attends à quoi comme soirée samedi soir? Pour ce combat-là, Diaz-Lawler, les 2 combats de championnat aussi? Bon, dans le cas de Lawler-Diaz, comme Pat l'a mentionné, évidemment, c'est 2 légendes qui s'affrontent. Diaz, quand même mentionné, je ne sais pas comment ça se fait qu'on a décidé de faire un combat entre nous 2. Là. Alors, ça me donne un petit peu l'état d'esprit dans lequel il se retrouve présentement. Lawler est sur une pente descendante. J'espère qu'il va être capable de performer du moins aussi bien qu'il l'a déjà fait, peut-être pas à ses années de championnat, mais qu'on voit le vrai Robbie Lawler samedi contre Nick Diaz. Dans le cas de Shevchenko contre Lauren Murphy, je pense qu'il y a, en tout cas, selon moi, il n'y a pas grand-chose à dire, quoique Lauren Murphy a mérité ses galons, c'est sa dernière chance, elle a 38 ans, mais Shevchenko semble tellement dans une classe à part, autant qu'Amanda Nunes peut l'être dans sa division de poids 135. Et je pense que le clou de la soirée, c'est évidemment Brian Ortega contre Alex Volkanovski. Volkanovski, selon moi, c'est une montagne. Il n'est pas tellement grand, mais il est bâti comme une roche. Pat en a parlé l'autre jour, qui s'est déjà entraîné avec lui, puis c'est quasiment pas déplaçable. J'aime beaucoup Brian Ortega, j'aime son style. Mais je pense qu'il va arriver à court là, contre Volkanovski samedi. Mais le combat risque d'être assez excitant parce que Brian Ortega, on le sait, il l'a déjà prouvé dans le passé,
vous êtes mieux de ne pas laisser traîner un membre parce qu'il va sauter dessus puis le combat pourrait se terminer rapidement. Mais Volkanovski, je pense, c'était un petit peu trop fort pour lui. Alors, ça promet effectivement. C'est une superbe soirée en perspective. Comme d'habitude, carte préliminaire présentée sur les ondes de RDS2 de 20h. Ça se passe à la télé à la carte. Une grande place dans notre diffusion samedi va être faite, bien sûr, à Georges de Saint-Pierre. Messieurs, merci énormément d'avoir été des nôtres. David de Courloiseau, merci de nous avoir parlé des débuts de Georges, de votre amitié, de votre relation. Super intéressant. Pat, comme d'habitude, merci beaucoup. Tu étais là aussi au début de Georges. Tu as décrit ses combats, tu as été témoin de son ascension. Merci beaucoup. Et puis, JP, c'est toi qui as décrit tous ses combats ou presque. Donc, tes lumières sont extrêmement appréciées également. Merci tout le monde de nous avoir suivis pour cet épisode spécial. Merci à vous trois. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Dans la cage. Merci. Bon merci. 266, tout le monde. Ciao. Salut tout le monde. Bye. Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first. Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. And now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec.